Messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans la seconde partie de l'émission Le Grand Jugement et nous parlons cet après-midi de la Convention de développement local. En discussion donc entre les entreprises minières et les communautés riveraines sous la houlette du ministère des Mines et de la Géologie, particulièrement la direction en charge des relations communautaires. Et la deuxième thématique porte sur la problématique des raffineries. Avant la pause, docteur, on demandait votre expérience dans les discussions entre les sociétés minières et les communautés en ce qui concerne ces conventions. J'avoue que Thierno Souleymane, ce n'est pas une discussion entre les entreprises et les communautés actuellement. C'est le département qui est en train de revoir cette réglementation. Les clauses de, effectivement. Le texte sur la convention de développement local. Mais moi, je vois la direction, les représentants de la direction dans les localités. Ils ont tenu un atelier la semaine dernière pour demander des inputs à toutes les parties prenantes. Oui, mais les discussions sont en cours, Amadou. Ça n'a pas été présenté. La boîte de Pandore est ouverte. Mais la discussion, elle est en cours. Elle est ouverte, la boîte de Pandore, oui. Les discussions sont en cours. Je les vois. Ils partagent souvent ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et c'est visible. Tout à fait. Bon, j'avoue que le développement communautaire, c'est quelque chose de très important pour les investisseurs. Et moi, je vais m'appesantir sur 2 points parce que j'ai eu à travailler sur un projet minier où on a discuté le développement communautaire. La convention communautaire a été faite pour 2 raisons là-bas, dans cette zone. D'abord, gérer les 0,5% de chiffre d'affaires qui venaient dans le cadre du FODEL, comme l'a dit Totia. Et puis, deuxièmement, essayer de rapprocher les communautés aux investisseurs. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, il n'y a pas ce qu'on appelle cette ligne de communication entre les investisseurs et les communautés. Je me souviens quand on est arrivé pour la première fois, c'est les villageois eux-mêmes, les communautés eux-mêmes qui nous disaient en bon sous-sous, Al-Rahoubete Moumabe, que la poussière monte sur nous ici. C'est eux-mêmes, au fait, ce sont ces gens-là même qui initient à ce qu'il y ait des investissements dans ces communautés. Et après, quand la poussière monte sur nous, sur nous, c'est-à-dire... Vous avez fait une traduction littérale, oui. Mais ça renvoie à quoi? Non, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à ceci, c'est-à-dire, ça fait des années et des années, nous sommes assis sur ces couches de bauxite, mais il n'y a jamais eu d'investissement. Il n'y a jamais eu d'investisseurs qui se manifestaient en disant donc, oui. que l'exploitation effectivement, ait lieu. Effectivement. Voilà. Mais voilà le paradoxe. À partir du moment qu'on a commencé à voir les pick-up qui passaient, et puis il y avait des activités, on a vu les 2 barges qui prenaient le minerai pour le transportement, les communautés ont commencé à barricader. C'est là où on s'est posé des questions. Est-ce qu'on peut développer cette mine sans l'implication de ces communautés? C'est important. Ce fut l'une des premières conventions qui a été faite entre une société minière et les communautés. Donc, pour moi, d'où il ressortissait aussi cet aspect important, le renforcement des capacités des communautés, c'est-à-dire créer une valeur ajoutée dans laquelle ces communautés pourraient quand même participer pour générer des revenus pour les différentes localités qui sont impactées par ces projets miniers. Cela fut fait. On a même créé, c'est-à-dire une société qui a participé dans ce qu'on appelle le transport du minerai, pour essayer quand même d'alléger la situation. Parce que si vous venez, je ne sais pas si vous avez vécu les situations dans les mines, une fois qu'on barricade, les investisseurs se rétractent. Ils ne foncent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas confronter les communautés pour ne pas qu'il y ait de cas de mort ou de blessures. Donc cela est très important. Mais ce que je veux effectivement rappeler à l'État, c'est de se mettre dans la danse et participer à tous les niveaux de dialogue avec ces communautés pour que ces communautés comprennent ce qu'on appelle l'investissement. Parce que l'investissement, la plupart des projets miniers sont en gestation, une période de gestation, c'est-à-dire tu investis, après maintenant tu récoltes effectivement le fruit de ton investissement. Là c'est très important, c'est ce que les communautés ne comprennent pas. Mais cela se comprendrait s'il y a ce qu'on appelle ce dialogue, cette communication. Et c'est très très important. Et là c'est l'État qui doit être le facilitateur. Mais on a vu l'État quand même qui a complètement démissionné, qui ne participe pas. Non, il est en train de non, je suis d'accord. Oui, mais tout à fait. Mais on a beaucoup à faire dans ce domaine. D'accord. Oui, Boy. Je voulais dire 2 mots et si j'ai un peu compris les explications, je pense que c'est désormais une structuration qui va dissoudre, c'est-à-dire être issu de ces discussions, comme vous l'avez dit, de ces consultations qui vont être issues. Mais moi, ce que je vois, je voulais poser un peu la question à M. Diallo. Si toutefois ces discussions vont jusqu'à terme et qu'une loi dûment établie soit issue de cela, moi je me demande quelle va être
la collaboration, en tout cas, quel va être le visage de ces entreprises qui sont un peu réticents vis-à-vis du respect de certains droits de l'environnement, de certains droits des communautés. Parce que le constat est que dans toutes les communautés minières, il y a souvent des soubresauts, souvent des petits soulèvements. Si cette loi va jusqu'au bout. Mais il n'y a pas question de loi a priori. Ce sont des conventions qui vont être signées au niveau local. Au niveau local, oui. Je disais justement le respect de cette convention-là. Est-ce qu'il y a certaines entreprises déjà qui ne vont pas, en tout cas dans le même sens que... Non, les discussions, justement, c'est pour apprendre... Effectivement. Oui, monsieur Diallo. Il est important qu'on dise qu'une convention légalement conclue tient lieu de loi à ces acteurs. Oui, bien sûr, c'est un contrat entre les deux. Vous avez eu à signer cette convention, elle vous tient. Tout à fait. Alors, il y a des cas, parce qu'en fait, on n'a pas le temps de tout détailler ici, mais il est important qu'on se dise qu'il y a deux situations. Il y a des entreprises qui sont déjà en exploitation il y a longtemps, et qui n'ont pas de convention de développement local. Effectivement. Alors, ces entreprises-là, pour ces projets, on est en train de régulariser. C'est une sorte de régularisation. Pourtant, il y a d'autres entreprises qui aujourd'hui sont en phase de développement ou en phase de recherche. C'est maintenant, il faut les tenir pour que ces entreprises pour que ces projets puissent déjà penser à cette convention de développement local, à la spécificité de la zone. Parce que c'est vrai que les besoins de la communauté de Bofa, ce n'est pas les mêmes besoins que la communauté de Kamsar, de Sangaredi ou la communauté de Dingirai ou de Tri. Donc, une convention de développement local, conformément à l'article 30 du code minier que nous avons, il est important de savoir qu'il y a seulement quelques éléments qui sont primordiaux dedans. On a dit qu'il faut prendre en compte la santé, les infrastructures de santé, il faut prendre en compte l'éducation, il faut prendre en compte la scolarisation, il faut prendre en compte les besoins de développement économique et social. Ça déjà, c'est déjà vague quand on dit développement économique et social. Est-ce que vous parlez de l'agriculture? Est-ce que vous parlez du commerce? Est-ce que vous parlez de l'artisanat? Donc il y a tous ces éléments. Mais une fois que les entreprises, pourquoi on veut aller vers la structuration? Comme tu dis, au fait, on sort de la question du volontarisme, du mécénat, de la RSE, pour désormais dire que ce soit les questions du contenu local ou les questions du contenu local assimilé, je parle de la RSE et tous les éléments FODEL, ANAFIC et tout, il est important qu'on se dise qu'on est dans une situation où il faut désormais les institutionnaliser et prendre les entreprises en main. Ce qui est important, dernier élément que je voudrais ajouter, c'est de dire que lorsque dans l'ANAFIC on est à 15%, les objectifs du développement durable auxquels la Guinée a signé nous dit qu'on doit passer au minimum à 30% pour l'année 2030. Ce qui signifie qu'on est encore très loin, on n'est qu'à la moitié, et même si cette moitié encore, on n'arrive pas à l'appliquer. Parfait. Oui, Oumar, vous vouliez dire... Dans cette démarche du ministère des Mines, je vois une tentative de revenir dans la gestion de la CDL. C'est clair, c'est une offensive qui vise à couper la source de financement du FODEL qui est déjà sous la tutelle de l'ANAFIC. En fait, comment on appelle cette convention de développement local, c'est un élément pour opérationnaliser, c'est un élément d'exécution de la CDL. Parce qu'en fait, il n'y a pas un autre outil de financement d'une deuxième convention qui serait différente de celle prévue à l'article 130 du Code minier. Donc, dès lors, vous savez, ce processus a commencé à Sigiri. À Sigiri, au début des années 2000, ils ont fait un diagnostic global au niveau de la préfecture avec l'appui de CECI et ils ont signé une convention à l'époque avec le CPD qui représente toutes les collectivités de Sigiri. Et cette convention a permis en fait d'opérationnaliser le montant de la CDL que la SAC versait à la préfecture. Et le problème c'est que on ne peut pas, un district par exemple n'a pas, juridiquement parlant, parce qu'en fait la collectivité, la commune, au niveau de la décentralisation, c'est le seul lieu de planification et d'exécution du développement local. Absolument. Donc, dans la même préfecture, on ne peut pas avoir un président de district qui va signer une convention de développement en lieu et place de la collectivité qui est la commune. Il est important à ce niveau de dire que les districts ne sont pas des structures de l'État. Il faut bien savoir ça. Oui, mais en fait, parce que quand on parle de communauté tout à l'heure... Je suis en train juste de préciser ce qui était dit parce que c'est très important ce qui était dit là. Regardez, CBG, ils impactent 200 villages. 200 villages. Donc, imaginez qu'on demande aujourd'hui à CBG de contracter des conventions de développement avec les communautés. Or, l'idée des communautés, dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, renvoie soit à la question ethnique ou à la question de village.
elle va se retrouver avec 200 conventions de développement. Donc la commune, je pense que... Non, moi je Non, pense non, que non, c'est plutôt la commune. Mais Non, c'est tout ce à que fait, la c'est loi plutôt la prévoit. commune, Plutôt Totia, avec on la peut loi pas- de- C'est qu'en fait, C'est plutôt la commune, la commune, oui. Le texte en construction, il faut que je précise une fois encore. Oui. Le texte est en train d'être construit pour opérationnaliser en fait entièrement l'article 130. Et c'est un arrêté conjoint du ministère des Mines et de la Géologie et celui de l'administration du territoire pour l'opérationnalisation. Pourquoi c'est les communes qui sont visées? L'outil qui va servir de la mise en œuvre de la Convention de développement local, c'est le PDL et les PAI. Bien sûr. Et puis effectivement, Amadou, pour renforcer cela, c'est plutôt avec les communes, mais tout en avec la participation des communautés. Non, bien sûr. C'est-à-dire, tout se fera dans la La transparence commune, elle prend en avec les considération- communautés qui sont Il y a prévu impactées que en plein fouet des par ces projets représentants miniers. des jeunes, des Voilà, femmes, c'est des tout à fait. sages, des organisations de la société civile dans le comité de négociation. Effectivement. Votre Ouais. intervention Voilà. me fait réfléchir qu'on doit redéfinir la question de communauté. On doit savoir c'est quoi une communauté. Il faut que la Guinée puisse définir ce qu'est une communauté. Pourquoi pas? Oui, parce que c'est très important qu'on ait une définition. En tout cas, si légale ça, de cette question de si ça aide à clarifier les choses, autant le faire. On va en rester là pour ce qui est de la première thématique et aller avec vous, Totia. Vous suivez l'évolution des choses en ce qui concerne cette problématique de raffinerie ici et ailleurs. Quels sont les derniers développements? Qu'est-ce que vous avez appris en dernier lieu depuis justement que des deadlines avaient été donnés par les miniers, mais dont on ne connaît pas la suite? En tout cas, je parle du public là. Je ne sais pas vous si vous avez appris quelque chose. Rien de nouveau, en tout cas, moi je n'ai pas une autre information, sauf que le gouvernement n'a pas donné de suite d'abord à l'injonction qu'elle avait faite aux entreprises minières. Comme on l'avait dit ici, la démarche n'était pas la bonne. Parce que récemment, moi j'ai fouillé du côté de l'Indonésie qui a tenté l'expérience en 2014. Vous savez, il y a eu une loi minière en 2009 où l'Indonésie exigeait aux entreprises minières à partir de janvier 2014 de mettre fin à toute exportation de bauxite. Mais en 2014, ils se sont rendus compte que c'était impossible. Ils ont repoussé la loi en 2017. C'est ce qui a même fait que les Chinois ont plutôt L'arrivée de Winning, ils sont ça venus coïncide. plutôt vers la Guinée. Voilà. Et en 2017, qu'est-ce que l'Indonésie fait? Ils ont imposé une nouvelle taxe à l'exportation. Or, notre code minier a une telle disposition où on dit l'entreprise minière, au-delà de 8 années d'exportation, il faut faire remonter ce qu'on appelle les royalties. Oui. Il faut élever le niveau des royalties. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait frapper les taxes à l'exportation pour obliger les entreprises à transformer sur place. Donc je pense que c'était la meilleure démarche que d'aller dans une logique d'implantation. Oui. D'accord. Juridiquement, Ibrahima, on a vu les autorités, le premier, disons le président de la transition en tête, taper du poing sur la table, Oui. donner un délai et puis menacer même de rompre certains contrats. Mais finalement, sans suite. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je Ou crois que- qu'est-ce qui pourrait se passer juridiquement parlant? Moi, j'ai dit que ils ont compris qu'ils étaient plutôt sur un chemin qui n'était pas le bon. Ils sont en train de recomprendre réellement ce qui doit se faire. D'autant plus que au mois de septembre, à leur prise du pouvoir, le président de la transition, quand il avait rencontré les miniers au Palais du Peuple, je pense que c'était le 15 septembre, il avait pris l'engagement de respecter les conventions que l'État avait signées auparavant. Ça me ramène l'idée d'un des panélistes d'hier, pas les moindres, qui me disait il est très important dans nos mines. Panéliste d'hier, c'était à Visouri. Oui, évidemment, il y a un panéliste qui me disait il est très important que l'État guinéen chasse qu'est-ce qu'on veut aux Istes. Parce que c'est vrai, on a besoin de raffineries. Mais pas. C'est pourquoi on nous a dit. Si, parce que quand on vous dit les raffineries, ça va nous faire de l'emploi et autres, il a été démontré que ce n'est pas ça. Au fait, les raffineries peuvent être très stratégiques sur la question du maintien et de la gestion nationale, sur les questions de bauxite et autres. Mais ce n'est pas pour des questions d'emploi, ce n'est pas pour d'autres questions qu'on nous a vendues au départ. Donc il est très important qu'on chasse qu'est-ce qu'on veut. Et dans ce sens, on a compris aussi qu'on peut faire des raffineries. Aujourd'hui, on a compris qu'on peut faire des raffineries sans avoir besoin des entreprises minières. Il y a des entreprises qui sont des raffineurs, qui ne sont pas des exploitants de mines, qui sont carrément des raffineurs.
on peut travailler avec ces entreprises en intelligence pour pouvoir implanter des raffineries en République de Guinée. Ce qui amène les entreprises minières soit de raffiner ici ou de maintenant mettre en place les royalties dont parlait tout de suite M. Barry pour nous permettre d'aller vers une situation où on les impose. Et cela permettrait à l'État de pouvoir lui-même rentrer dans la danse. Ce qui m'est le plus souhaité, vous savez bien, je le dis souvent, je ne suis pas d'accord que l'État guinéen n'exploite pas les mines, qu'on choisisse un arbitre. Pour les mines qui sont à moins de 50 km du niveau de la mer et autres, il est très important qu'on les exploite. Et la Sogipami peut déjà mettre en place des dispositions. Donc sur cette question des raffineries, il y a toute autre chose, toutes sortes de réflexions, parce que vous savez bien, il y a des entreprises où on avait autorisé, à travers même des études d'impact environnemental et social, de s'installer avec des centrales à charbon. Ce qui est incroyable, oui, ça c'était dans le passé, oui. Dans un pays comme la Guinée, où ces entreprises ont des études d'impact. Donc oui. tout cela... Ça c'est l'environnementaliste qui parle. Voilà, oui. Bon, toujours juridiquement parlant. Non, avant vous, Amadou. Oui. Voilà, ok, je voudrais vas-y. poser une question à M. Diallo, toujours juridiquement parlant. Cette injonction du président de la transition qui n'a pas presque abouti jusqu'ici, à pareille circonstance, à pareille condition, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Bon. Et deuxième question que je voudrais poser. Bon, vous allez d'abord répondre à Ok, la on vient avec vous. Voilà. Il va répondre ça. Voilà, non, on va répondre à cette question. Moi, je pense qu'il faut qu'on se comprenne ici. Les nouvelles autorités sont mises dans cette dynamique d'essayer de comprendre ce qu'on appelle les raffineries. C'est pas parce qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore, elles ont ouvert la boîte de Pandore pour essayer de voir si on peut aboutir à des raffineries. C'est pas parce que c'était imposer les raffineries sur le champ, c'est pas possible. mais si on n'a pas cette baguette, ce qu'on a cette baguette magique pour Mais c'est imposer, ça, c'est ce pour qu'ils imposer une ont raffinerie. montré, hein. C'était de s'inscrire dans la dynamique. Écoutez, on a demandé un chronogramme. nous avons pour non, écoutez, dire non, quand est-ce non, qu'on- écoutez, non, mais nous avons des conventions dans lesquelles c'est écrit que si les conditions des marchés financiers permettent, les compagnies allaient partir vers des raffineries. C'est écrit. Et là déjà, on s'est buté parce que là, on donne la chance aux compagnies minières de jouer avec les marchés financiers pour ne pas arriver à une raffinerie, à mon entendement. Mais moi, je pense, Évidemment, les cas des gars qui... ouvrir la boîte de Pandore, voilà, tout à fait. Ouvrir la boîte de Pandore, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on aille vers des raffineries. Je vais répondre à ta question. Pourquoi on en a besoin des raffineries? C'est pour créer de la valeur ajoutée au niveau de la bauxite. C'est pas la création de l'emploi, mais la valeur ajoutée par rapport au prix de la bauxite et comparé au prix de l'alumine au niveau des marchés Et la internationaux. maîtrise C'est ça le du- problème. La maîtrise du secteur. Effectivement, De la chaîne. voilà la Oui, chaîne, la chaîne. c'est ça. Évidemment. Donc, il y a des projets intégrés qu'on appelle bauxite, aluminium. Évidemment. Ou bauxite, alumine. Donc, et tout cela, bon, ce système de taxation qu'il y a, tout Parce cela. que GAC n'était pas là pour exploiter des mines. En Voilà, principe, c'était en un principe, raffineur qui s'installait. un raffineur qui s'installait. Mais qu'on a transformé carrément en en exploitant. exploitant. Et où l'État gagne aujourd'hui 0%. Effectivement. Donc Et- à tous les niveaux. Donc c'est dire que toutes ces questions des raffineries est très importante, mais il faut l'étudier à fond. Parce qu'il y a une question très importante qu'on a dit encore hier au panel et qu'il faut Oui. répéter ici. Oui. C'est que l'exemple que nous avons, c'est la raffinerie de Fria. Depuis qu'elle a été installée, elle n'a été rentable qu'une seule fois, une seule année. Depuis que Fria a été installée, Fria n'est pas rentable. Est-ce qu'on veut mettre en place des entreprises non rentables? Est-ce qu'on veut faire quel type de travail? Fria n'a été rentable que dans les années 90 et une seule année depuis son installation. Mais les contextes sont Donc, c'est pour complètement aller différents, jusqu'à M. vous Diallo. dire que Oui. lorsque vous êtes dans ces questions-là, les prix de transfert et tous les éléments intégrés... Vous enchaînez avec la question de Boy. Oui. Oui, au fait, la question, Ouais, pour répondre à je vais votre... ajouter le deuxième souci maintenant. Pourquoi alors, quelle est la raison d'instaurer dans les contrats, dans les conventions, l'idée de construction des... Évidemment que c'est pour la valeur ajoutée, comme, Voilà, comme tout tu à l'as fait. dit, docteur Étant Dieng. donné que même il savait c'était pratiquement pas possible. Il y a- Non, il y a une non. chose importante. Vous avez une gente qui vient de prendre le pouvoir, qui voit que les mines, comme on l'a dit, tout le monde galvaude, les mines c'est tel, sans savoir qu'il y a des éléments très importants qu'il faut comprendre des mines. Déjà sur la question de l'emploi, les mines n'emploient pas. C'est une entreprise, c'est vraiment capitalistique quoi. En tant que tel, il y a beaucoup de fonds, moins d'emplois. Les raffineries encore beaucoup moins. Il n'y a pas d'emploi dedans. Sur ces questions où il s'est basé, c'est pourquoi j'ai insisté sur cet élément. Mais il ne savait pas ça. Il ne savait pas que mettre en place des raffineries nécessite d'autres types d'accords. Surtout avec des entreprises avec lesquelles on a pris des engagements qui risquent de nous nuire plus que de nous satisfaire. Parce que dans les conventions de ces entreprises, elles se sont arrangées pour mettre les types d'énergie qu'elles vont utiliser. Par exemple, l'énergie à charbon et autres a été mis dans ces conventions. Et aujourd'hui, on sait qu'on n'en a pas besoin et on ne peut même pas le faire. Donc, quel type de mix énergétique et tous les éléments là entrés en compte montrent que ils sont aujourd'hui réticents, ils cherchent à voir
comment on peut faire? Et est-ce que je vous ai dit la réflexion aujourd'hui qui se trouve sur la table du ministère? C'est est-ce qu'on peut trouver d'autres raffineurs qui ne sont pas des exploitants pour les installer au départ et voir qu'est-ce que cela donne? Est-ce qu'on peut amener les entreprises vers elles et qu'est-ce qui va se passer? On clôture avec vous. On clôture avec vous. Tiens, non, je rappelle juste que Chalco que vous voyez ici, l'État indonésien a obligé Chalco à construire une raffinerie en Indonésie. Ils l'ont fait. Et la plus grande entreprise, je suis d'accord avec M. Diallo, la plus grande entreprise de production de bauxite en Indonésie, elle est publique. C'est une entreprise publique. Oui. C'est la plus grande. Donc la question de la raffinerie, il faut avoir une vision à long terme. Même Fria a été créé, c'est pour alimenter l'aluminerie de EDA au Cameroun. C'est qu'on crée, c'est pas de l'esthétique industrielle. On ne fait pas de la politique avec les questions de raffinerie. Il faut faire une analyse économique et regarder la répartition mondiale des marchés pour savoir que si on installe une raffinerie ici, elle peut être rentable. Ce que moi je voulais rajouter, Thierry Suleiman, je pense que c'est pas une impossibilité de faire des raffineries, comme tu le dis. C'est possible de faire des raffineries. Donc moi je pense que l'État doit comprendre effectivement que cela est nécessaire. Oui. Amadou, en 10 secondes s'il vous plaît. En fait, l'installation des raffineries dépendra du résultat des études d'impact, des études de faisabilité que les entreprises sont amenées à faire. Donc et la selon certaines rentabilité informations, de 5 entreprises se seraient engagées dans cette logique d'élaborer les études de faisabilité qui seront appréciées par l'État. Donc c'est là on peut savoir est-ce que les projets de raffinerie sont viables ou pas. Effectivement. Donc tout dépend en termes de raffinerie de la viabilité des projets, si on peut se résumer ainsi et dire à tous les auditeurs et autres abonnés, grand merci d'avoir été là ce dimanche encore. Et il faut rappeler que nous avons parlé ce dimanche de la Convention de développement local et puis de la problématique des raffineries avec Ibrahima Diallo, Amadouba, Boy Avougui, Dr Lamine Dieng et Omar Toutiabari. Un clin d'œil amical à ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui mais qui probablement seront là dimanche. Il s'agit de Mohamed Kamara, de Kadia Diallo, entre autres. Au revoir et restez connectés sur la 95.3 pour les bonnes informations, les dernières informations sur la République et ailleurs.